Si je vous dis The Family, vous pensez certainement à cette personne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui vous intéresse tous. Comment devenir riche? Tiens, vous voyez tous là, je vous en... Lui, c'est Oussama Ammar. Entrepreneur, youtubeur, formateur, il est indissociable de The Family, l'incubateur de start-up qu'il a cofondé en 2013 avec deux autres associés, Ali Zaguri et Nicolas Collin. Who already knows The Family here? 250 startups y cohabitent. Autant de jeunes entrepreneurs qui s'entraident et s'épaulent dans leur aventure. C'est presque une secte. Depuis 2021, la famille se déchire et plusieurs procédures judiciaires opposent les trois associés. Oussama Ammar est sous le feu des projecteurs et pas dans le bon sens du terme. Il aurait soutiré 3 millions d'euros et aurait fait un tour de magie avec. Seulement résumer The Family à ses affaires serait quelque peu réducteur. Parce que The Family, c'est également une structure qui a permis l'émergence de start-up comme la néobanque Conto, le VTC Itch ou encore le site de réservation Captain Train. Elle a aussi contribué à faire émerger un véritable écosystème de start-up en France. Je m'appelle Charlie Perrault, je suis journaliste spécialisée dans les startups. Et dans le premier épisode de cette série consacrée à The Family, c'est cette histoire que je vais vous raconter. Ce que la Startup Nation doit à The Family. On est en 2012, Arnaud Montebourg est ministre du redressement productif. Plusieurs entrepreneurs lancent le mouvement des pigeons pour dénoncer la hausse de la fiscalité. C'est aussi cette année-là qu'est créée BPI France, la banque publique d'investissement. Dans les startups et les salons qui leur sont dédiés, l'ambiance est avant tout institutionnelle. On est loin, très loin de l'image des entrepreneurs de la Silicon Valley. Si on n'a pas de Valais en France, on a quand même le Silicon Sentier. Situé au cœur de Paris, cette association veut fédérer un maximum d'entrepreneurs du numérique. Et c'est dans ce quartier que se situe le Camping, le premier accélérateur français de start-up. À sa tête en 2012, on trouve... Je m'appelle Ali Zaguri, je suis manager du camping par Silicon Sentier. Donc le principe de l'accélérateur, c'est qu'on sélectionne 12 pépites prometteuses et on les emmène le plus loin qu'on peut. Et c'est à cette période qu'Oussama Ammar rencontre Ali Zaguri. Les deux partagent le même avis sur les startups françaises. On savait que les startups sont fragiles parce que la complexité administrative est un ennemi, la complexité politique est un ennemi, le mode de financement des startups en France est un ennemi. Petite précision d'ailleurs, si Oussama Ammar a accepté de répondre à nos questions, ce n'est pas le cas des deux autres cofondateurs et dirigeants actuels de The Family qui ont refusé nos demandes d'interview. Le grand enjeu de The Family, c'est de dire aux startups, vous inquiétez pas, concentrez-vous sur votre valeur, concentrez-vous sur votre produit, on va faire le sale boulot autour de vous. J'ai envie de donner la permission à des gens qui ne ressemblent pas à la norme. Donc, il va falloir que nous-mêmes, on sorte de la norme. On dit, voilà, on aimerait bien qu'en France, ce soit moins difficile pour que n'importe qui puisse concrétiser ses rêves en créant des boîtes. Oussama Ammar et Ali Zaguri décident donc de créer leur propre structure et de s'associer à un inspecteur des finances. Nicolas Collin, merci d'être avec nous, merci d'être l'invité de Qui êtes-vous? La vérité, c'est que Nicolas était un ami très intelligent. Et moi, je me suis dit, avoir quelqu'un qui est inspecteur des finances, très intelligent, qui est passionné par les startups, la technologie, qui a essayé lui-même d'être entrepreneur, c'était que du net positif, en fait. The Family, ça a bien marché parce qu'on a investi énormément dès le début, et ça, c'était mon travail, dans construire des ponts avec pouvoir public, grandes entreprises, médias, think tanks, monde académique. Début 2013, les trois associés lancent officiellement The Family. Dès le début, The Family prend comme modèle Y Combinator ou YC pour les connaisseurs. Dirigé par Sam Altman, l'un des créateurs de ChatGPT, Y Combinator est un incubateur américain qui a financé et participé au développement de gros noms de la tech comme Twitch, Reddit ou bien Dropbox. YC a aussi contribué à disrupter plusieurs marchés, comme celui de l'hôtellerie, en accompagnant notamment Airbnb. The Family ambitionne d'en faire de même. Et notre volonté était de créer une poche dans laquelle les règles n'étaient pas les mêmes que dans le reste de l'environnement. Mais pour créer cette poche, il faut d'abord un QG. En 2014, The Family emménage au 25 rue du Petit Musc à Paris, dans un espace de 1100 m² prêt à accueillir du public.
L'entreprise en profite pour faire immatriculer sa principale holding à Londres. Pour nous, l'Europe, c'était le terrain de jeu. Et il n'y avait aucune chance de faire grandir des belles boîtes en France si elles ne considéraient pas Day One l'Europe comme leur marché de débouché. Sur le papier, son modèle est assez simple. The Family accueille des startups à qui elle va prodiguer tout un tas de conseils sans leur proposer un programme précis. C'est un peu aux entrepreneurs de naviguer, on va dire, dans l'accélérateur et d'aller chercher ce qui va leur convenir le plus. Damien Morin est un des premiers entrepreneurs à avoir intégré The Family avec sa startup de l'époque, Save. C'est ça aussi qui est sympa avec The Family, c'est qu'on rentre dans l'écosystème, on profite de tout, on profite des événements, on profite du contenu, on profite du réseau, on profite des perks, qui étaient des deals qui avaient réalisé The Family avec peut-être Amazon pour avoir ses serveurs gratuits pendant 1 an. C'était ce type d'accompagnement aussi qu'ils apportaient aux entrepreneurs. Pour se faire chouchouter, les startups doivent tout de même accepter une condition. Prend en échange entre 5 et 10% du capital de cette startup. L'idée étant que de ces 250 startups qu'on accompagne, il y en ait un qui émerge et qui devienne le prochain Google. Sur le long terme, ce portefeuille de participation peut rapporter très gros. Mais cette stratégie ne permet pas de remplir immédiatement les caisses de l'entreprise. Pour avoir des liquidités, The Family va faire appel à des fonds d'investissement et des business angels. Sauf qu'ici, les investisseurs ont le droit à un titre un peu particulier. Quand on rentre dans The Family, on est un godfather, un parrain. Are you in the mafia? Am I in a what? Il y a tout un vocabulaire qui est créé pour l'occasion. Frédéric Montagnon est entrepreneur. Aujourd'hui en conflit avec la direction de The Family, il avait investi 30 000 € dans l'entreprise après son lancement. Pour investir, The Family va s'inspirer d'un outil de financement du Y Combinator pour développer le sien, le BSAR ou bon de souscription d'actions, accord d'investissement rapide. On donne de l'argent à une entreprise, cette entreprise contracte une dette, et on se dit que cet argent sera transformé en actions un peu plus tard, le jour où un investisseur arrivera et puis structurera la gouvernance de l'entreprise, la manière dont elle doit exister d'un point de vue administratif. Ce dispositif est donc moins contraignant que ceux existants. Résultat, de nombreuses startups se l'approprient. En plus de financer directement The Family, les Godfathers sont invités à investir dans d'autres startups via des SPV, Special Purpose Vehicle. Ces structures juridiques pilotées par The Family n'ont qu'un seul but, recevoir des fonds qui sont ensuite investis dans des startups. Si les startups sont vendues, les investisseurs ainsi que The Family récupèrent un pourcentage de la transaction. Mais là encore, il s'agit d'une source de revenus sur le long terme et The Family doit payer le loyer de ses immenses bureaux qui s'élèvent à 450 000 € par an selon le magazine Challenge. Pour faire rentrer de l'argent, The Family organise régulièrement des événements dans ses locaux pour des grandes entreprises. Elle développe aussi des activités de conseil et des formations comme Coup d'État. Dédiée à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, cette formation est vendue 2 500 €, tandis que sa version en ligne est accessible contre 500 €. Pour l'entreprise, il s'agit de rentrées d'argent essentielles. Ça n'a jamais été facile, The Family, parce que c'était une activité qui était structurellement pauvre en cash. On s'est toujours senti dans une entreprise qui marchait bien, mais dont la santé financière était précaire. Mais ces formations et conférences ne servent pas qu'à gagner de l'argent. Elles permettent aussi à The Family de diffuser sa philosophie. Un écosystème, c'est pas juste des entrepreneurs qui cartonnent. C'est des employés qui ont la culture start-up. C'est des grands groupes qui font confiance à des entrepreneurs. C'est des journalistes qui savent parler des startups. On ne se levait pas le matin, on n'avait pas des réunions stratégiques en se disant comment changer l'écosystème. On avait des réunions stratégiques en se disant il y a telle boîte qui a un espoir de valoir 1 milliard, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'elle se fasse buter en chemin par un écosystème qui est quand même très très difficile. Dans cette logique, The Family organise une série de conférences baptisées les Barbares Attaques en référence aux entreprises du numérique aux États-Unis. Et dont l'objet initial, en tout cas la première année, était d'inviter des cadres de grandes entreprises et de partager avec eux notre vision de la transition numérique de leur filière pour qu'ils soient ainsi mieux préparés, enfin peut-être un peu déstabilisés et prenant conscience de l'imminence du danger pour leur entreprise traditionnelle. Et ces nouveaux barbares, en fait, ils ont rien de barbare.
Ils apportent des choses formidables qu'on utilise tous les jours et ça mériterait un peu plus notre respect que notre déni de cette façon-là. Ce respect va inspirer chez The Family une forme de piraterie que vont appliquer certaines des startups qu'elle accompagne, comme Hitch. En juin 2015, les taxis parisiens manifestent contre les applications de VTC comme Uber Pop ou Hitch qui permettent à des chauffeurs amateurs de prendre des clients à des tarifs très bas. Les taxis craignent alors un appauvrissement de leur activité. Finalement, la préfecture d'Île-de-France fait interdire les applications de ce type. Mais Hitch choisit de poursuivre son activité et déploie, avec le soutien de The Family, une campagne médiatique intense pour se défendre. Nous devons nous battre pour la jeunesse française. Hitch. Quand 100% des investisseurs de la cap table d'Hitch enlèvent le logo de Hitch de leur site internet, et les gens m'expliquent « Ah non, mais tu comprends, on a de l'argent du fonds stratégique d'investissement, on peut pas se permettre de je sais pas quoi ». Et moi, je leur ai dit ce que je pensais, qu'ils allaient tous se faire foutre. Bah oui, on fait des boîtes illégales comme Hitch, bah oui, on fait des trucs qui respectent pas les règles à la lettre. Même si Hitch sera finalement contraint par la justice d'arrêter son activité, cet épisode va devenir un symbole dans la stratégie pirate de The Family. Ce positionnement va aussi lui permettre d'accueillir de nombreuses personnalités publiques, comme le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, ou encore Sam Altman, le président de Y Combinator. I think all repetitive human work is going to be done better by machines in the next 10 years. Ce pouvoir d'attraction s'explique aussi par les dîners et soirées qu'organise The Family. Ces fêtes séduisent les investisseurs et les dirigeants d'entreprises, comme Xavier Niel, le patron de Free. Et c'est par exemple à l'un de ces dîners que j'ai rencontré un des associés de ID Invest, qui est un des plus gros fonds français qui investit dans des startups. Et ID Invest ont été les premiers investisseurs institutionnels de Save. Les conseils de The Family ont eu un fort impact sur tout l'écosystème. Entre 2014, soit un an après le lancement de The Family, et 2018, les levées de fonds des startups françaises ont été multipliées par 4. De son côté, The Family assure que son portefeuille de participation est valorisé à plus d'1 milliard $. L'entreprise poursuit aussi ses ambitions européennes avec des bureaux à Paris, Londres et Berlin. Mais ces bonnes nouvelles en cachent une mauvaise. À ce moment-là, la filiale française de The Family cumule près de 9 millions € de pertes en raison de dépenses de fonctionnement très importantes. Bref, l'entreprise a besoin de liquidités. Elle s'apprête justement à lever 10 millions € auprès de LGT Capital Partners, le fonds d'investissement de la famille princière du Liechtenstein. Le souci, c'est que c'est aussi durant cette période que les problèmes judiciaires vont commencer pour Oussama Ammar. En 2018, il est accusé d'abus de confiance, faux et usage de faux par l'entreprise dans laquelle il travaillait avant de fonder The Family. Et cette affaire va entraîner The Family dans la crise. On espère que le sujet vous a plu. Dans le prochain épisode, on vous racontera donc la chute de The Family. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour retrouver toutes nos vidéos. Le meilleur conseil que les conseillers en com de crise te donnent, c'est de te taire. On a réagi sur la base de red flags, des red flags de comportement d'Oussama. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'affaire The Family ? Je pense que c'est faux. Bon, The Family, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme on vous l'a raconté dans le premier épisode, The Family est devenu entre 2013 et 2018 un des principaux acteurs de l'écosystème startup en France. Mais aujourd'hui, The Family, c'est une activité quasiment à l'arrêt et des affaires judiciaires dans plusieurs pays opposant les 3 cofondateurs, d'un côté Ali Zaguri et Nicolas Colin, et de l'autre Oussama Ammar. C'est une histoire de déchirure entre associés, avec eux qui disent que je leur dois de l'argent, et moi qui estime profondément dans mon être ne pas être traité à la hauteur de la valeur que j'ai apportée. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis Charlie Perrault, journaliste spécialisée dans les startups, et dans ce second épisode, je vais vous raconter comment The Family a fini par imploser. Juste avant de démarrer, une précision. Dans cette vidéo, je vais évoquer des affaires judiciaires en cours et dans lesquelles la présomption d'innocence prévaut jusqu'à un jugement définitif. La chute de The Family. En manque de cash, The Family prépare en 2018 une levée de fonds de 15 millions €, dont 10 millions auprès de LGT Capital Partners, le fonds d'investissement de la famille princière du Liechtenstein. Alors qu'Oussama Ammar mène les négociations,
Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour une plainte déposée par son ancien employeur, Bisport. Ce réseau social dédié au sport, qu'il a dirigé en 2011, l'accuse d'avoir détourné 95 000 € des caisses de l'entreprise. Dans le même temps, une affaire similaire avec la première start-up qu'il a fondée, Ipios, refait surface. Fin 2010, ses associés de l'époque lui reprochent 200 000 € de dépenses personnelles avec l'argent de l'entreprise, mais un accord amiable met fin au litige. Dans ces deux cas, Oussama Ammar plaide des erreurs et évoque un acharnement contre lui pour s'en prendre indirectement à The Family. Après tant d'années, tant d'articles, tant d'enquêtes, tant de choses, c'est toujours les 4 mêmes éléments qui reviennent en boucle. Ça a montré une certaine animosité de l'écosystème. Et cette animosité, elle était, elle était due à notre style, elle était due à notre panache, à notre piraterie. Pour rappel, nous avons contacté les cofondateurs et dirigeants actuels de The Family. Alice Zaguri et Nicolas Collin n'ont pas souhaité participer à cette vidéo, tandis qu'Oussama Ammar a accepté de répondre à nos questions. Dans l'affaire Bisport, la justice condamne en 2018 Oussama Ammar à 4 mois de prison avec sursis pour avoir établi une fausse facture de 5 000 €. Pour le reste des sommes présumées détournées, il est relaxé. Malgré la condamnation de leurs associés, Alice Zaguri et Nicolas Collin le soutiennent et The Family réussissent à lever de fonds auprès de LGT Capital Partners. Mais les déboires d'Oussama Ammar ont profondément terni l'image de l'entreprise. Par exemple, des actionnaires de certains SPV que j'ai appelés, je leur ai dit voilà, bon, etc. Et ils disent ah oui, mais moi, tu sais, je fais plus rien avec The Family depuis 2018 parce que la mise en cause d'Oussama et sa condamnation, ça m'a vacciné en fait. Dans une interview accordée au journal Le Monde quelques années plus tard, Alice Zaguri estime que c'est à ce moment-là qu'Oussama Ammar s'est senti intouchable et avrillé. Mais avant de s'attarder davantage sur cet épisode, il faut qu'on parle d'un virus. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. À partir du 17 mars 2020, la France est en confinement à cause de la pandémie de Covid. Et pour The Family, dont la holding principale est immatriculée au Royaume-Uni, la fermeture de ses locaux signifie la fin de ses formations et de ses événements payants. Toutes nos sources de chiffre d'affaires se sont taries du jour au lendemain. Nous, on est une boîte anglaise, donc on n'avait pas les PGE. Enfin, tu vas payer aussi cher le loyer alors que tu n'utilises pas les lieux à Paris, Londres et Berlin, ça n'avait aucun sens. Résultat, The Family licencie une partie de ses salariés et décide de fermer définitivement ses bureaux de Londres, Berlin et même ceux de Paris pour passer à un modèle 100% en ligne. Si Alice Zaguri et Nicolas Collin essaient de sauver ce qu'il reste de The Family, Oussama Ammar, lui, est de moins en moins présent. Sur Instagram, il publie des photos, qu'il a depuis supprimées, de sa vie sous Covid, faite de dîners et de fêtes. C'est aussi durant cette période qu'il aurait décidé de se faire construire une maison, le Petit Manoir, dans un complexe hôtelier en Normandie. Le truc, c'est que ce train de vie, il l'aurait mené avec des fonds détournés de The Family. Et pour comprendre, il faut revenir en 2019. Cette année-là, Oussama Ammar crée aux îles Caïmans The Family Global Godfathers, une filiale regroupant plusieurs SPV de The Family. Sur les raisons de cette domiciliation, les explications diffèrent. Il a décidé de créer la structure aux Caïmans. Il y a un inspecteur des finances dans mon équipe qui m'a expliqué que là-bas on ne payait pas d'impôts. Donc c'est assez pratique d'aller aux Caïmans. Ce qui est sûr, c'est que cette filiale reçoit 3,4 millions d'euros qui doivent servir à prendre des participations dans de grosses entreprises comme Airbnb, SpaceX et Stripe. Cette opération a tout d'un jackpot assuré, sauf que l'argent dédié aux investissements est introuvable. Les dirigeants de The Family soupçonnent alors Oussama Ammar d'avoir dépensé l'argent des SPV à des fins personnelles. Sur ces 3,1 millions, il y a à coup sûr 1,5 million qui ont été immédiatement recyclés dans le financement de la construction du manoir, sachant qu'une partie a aussi été dilapidée en voyage, piscine, champagne. En septembre 2021, Oussama Ammar quitte The Family, expliquant qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de conseillers. Alice Zaguri et Nicolas Collin, eux, assurent que leur ancien associé a démissionné à leur demande. En mars 2022, ils annoncent dans une longue publication que The Family porte plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux contre Oussama Ammar et ses holdings personnels. Ces plaintes sont d'abord déposées en France, puis aux îles Caïmans et en Grande-Bretagne. De son côté, Oussama Ammar conteste les accusations de ses anciens associés.
Quand je suis parti de The Family, moi j'avais des réclamations, je me devais de l'argent, et Alice et Nicolas ont refusé de tout me payer. Et donc moi, j'ai pris en otage l'argent des SPV en disant « Attendez, mais cet argent des SPV, c'est une compensation qu'on doit faire par rapport à l'argent que vous me devez. » En décembre 2023, la justice des îles Caïmans a condamné Oussama Ammar et 2 de ses sociétés personnelles à verser 7 millions d'euros à The Family au titre des sommes détournées et du manque à gagner pour l'entreprise. La justice britannique, elle, a décidé en juillet 2024 de radier Oussama Ammar et ses holdings personnels de la procédure judiciaire en raison d'un acompte qu'il n'a pas versé. Cette décision devrait permettre à The Family d'exiger sans procès une réparation financière à son cofondateur. Et comme si cette affaire ne suffisait pas, The Family doit aussi faire face à des investisseurs mécontents. En novembre 2020, 4 actionnaires minoritaires de The Family dénoncent dans un blog un manque de transparence sur les actifs détenus. Selon eux, la gestion de The Family est trop opaque, complexe et ses pertes énormes. Plus de 20 millions d'euros cumulés sur 5 années, dont plus de 10 millions de pertes rien que pour l'année 2018. Frédéric Montagnon fait partie de ces actionnaires mécontents. Ils n'ont pas été capables de mettre en place une structure correcte pour une entreprise. Et ils se veulent être des gourous, en tout cas des coachs, pour expliquer comment est-ce qu'on monte un business. Comment est-ce qu'on monte un business? On respecte ses actionnaires, on respecte ses engagements, on respecte ses salariés. Il n'y a rien eu de tout ça. Tous ces types-là qui disent que ça manquait de transparence, de machin, je dirais qu'ils n'ont pas lu ce qu'ils ont signé. Il y a un mec, je ne sais plus qui c'est, donc je ne vais pas le diffamer, mais j'ai ma petite idée qui a dit dans Madness qu'on n'a jamais tenu d'assemblée générale. Et moi, à l'époque, ça m'a fait mourir de rire, parce qu'il y a marqué littéralement dans nos statuts qu'on n'en tiendra jamais. Ce que je peux entendre de temps en temps, de la part d'Oussama, de la part d'Alice, de la part de Nicolas, qui réinventent complètement les histoires, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça, c'est pour l'opacité de The Family. Pour ce qui est de la complexité de l'entreprise, c'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver. En 2013, The Family ressemble à ça, une SAS qui regroupe le portefeuille de participation dans d'autres startups. En gros, c'est le trésor de guerre de The Family. Et 7 ans plus tard, l'entreprise ressemble à ça. Une holding qui détient plusieurs filiales, certaines ayant des activités très différentes. Certains investisseurs critiquent tout particulièrement cette filiale, The Family Fellowship. Créée à la demande de LGT Capital Partners, elle englobe le portefeuille de participation de The Family qui appartenait avant à la holding. Et certains actionnaires minoritaires estiment que ce transfert a réduit la part qu'ils possédaient dans le portefeuille au profit de LGT Capital Partners. Et en l'occurrence, ce fonds a pris une participation non pas dans The Family, mais dans une autre entreprise qu'ils ont créée pour l'occasion, dans laquelle la holding principale ne possède qu'un tiers des parts. Donc ça lui donne en plus un retour garanti sur l'investissement qu'il a fait, aux dépens de tous les investisseurs initiaux. Tout ce qu'on se décrit là, un schéma qui n'est pas correct, c'est pas la responsabilité d'Oussama seul. Nicolas est quelqu'un qui participe à des boards de sociétés ou d'organisations prestigieuses. Alice était présidente à l'époque de toutes ces structures. C'est clairement une responsabilité qui est partagée. Dans un texte publié début 2021, Ali Zaghuri répond à l'ensemble de ces critiques et regrette que les actionnaires posent des questions aux journalistes et non pas aux dirigeants de The Family. Bref, entre le Covid, les conflits opposant ses dirigeants et les critiques des actionnaires, la famille a enchaîné les problèmes. Alors qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de The Family ? D'abord, The Family existe toujours. Alice Zaghuri et Nicolas Colin en sont les dirigeants, tandis qu'Oussama Ammar est toujours actionnaire. Si la filiale française a été liquidée en 2022, la holding basée à Londres, elle, continue de gérer son portefeuille de participation. Dans le portfolio de The Family, il y a des entreprises qui sont vendues de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il y a un chèque qui revient à The Family. Et j'en profite en général pour dire, et alors ? On a un rapport, on sait où va l'argent, on sait à quoi ça sert. Bon, évidemment, j'ai pas de réponse à ça. Au-delà de cette activité, la marque The Family continue de vivre grâce aux nombreuses vidéos qu'elle a diffusées toutes ces années sur ses réseaux. Entre nous, la chaîne YouTube, c'est un accident total. On payait une équipe de stagiaires qui vivaient dans nos bureaux 100 € pour une vidéo. Pour dire à quel point on a pris ce truc au sérieux. Ça a eu plus d'impact que les dizaines de milliers d'euros qu'on a mis en dîner, en fête. Même si des structures comme Station F, le plus gros campus de start-up au monde, ont depuis émergé, la place occupée par The Family semble toujours vacante. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a un manque d'avoir ce type d'organisation.
Damien Morin est un des premiers entrepreneurs à avoir intégré The Family à son lancement. C'était quand même un truc de fou de pouvoir prendre son vélo à 10 minutes et d'écouter parler la numéro 2 de Facebook devant 150 personnes sur un contenu ultra business. Tout ça, c'était vraiment unique. Très clairement, The Family, sur son démarrage, a aidé des gens à se lancer, a donné une image de l'entrepreneuriat un peu différente. Ils ont pris une place. Et ils n'ont pas assumé cette place, ils n'ont pas assumé leur rôle et leurs responsabilités par rapport à la place qu'ils ont prise. Dans les prochains mois, de nouveaux procès opposant Alice Zaguery et Nicolas Colin à Oussama Ammar vont avoir lieu. On vous tiendra au courant des avancées parce que clairement, l'histoire de The Family n'est pas encore terminée. Dites-nous en commentaire quelles histoires vous aimeriez qu'on vous raconte la prochaine fois. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.